Salut à toi, nous sommes Marie et Julien, experts comptables et moralistes, banquiers d'affaires et surtout investisseurs. Nous te souhaitons la bienvenue dans ce nouvel épisode de Kick le Boomer Dream, un podcast où on parle d'investissement, de finances personnelles et d'entrepreneuriat en détente et dans la bonne humeur, avec un objectif, te permettre de nous suivre dans la quête de sortir de la rat race et de prendre ton destin en main. Grâce à nos expériences pro et à notre vie d'investisseur, nous te donnons les conseils qui nous ont permis d'avancer dans la construction d'un patrimoine immobilier et financier, principalement cryptoactif. Chaque semaine, nous abordons un sujet en le vulgarisant au maximum pour qu'il soit le plus intéressant. Nous recevons un invité par mois avec un parcours inspirant et une expertise différente sur de nouveaux sujets. Si tu apprécies notre podcast, je t'invite à t'abonner sur ta plateforme d'écoute, à nous laisser une note 5 étoiles et à partager cet épisode et ce podcast à 2 personnes de ton entourage pour nous aider à le faire grandir. Je te laisse tout de suite avec l'épisode et je te souhaite une très bonne journée. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode. Bonjour à tous. On est content de vous retrouver en cette semaine de vacances, on est super content. Enfin, je suis super contente d'être en congé. Surtout toi. Ouais. On est le week-end après le 15 août et franchement, quel bonheur de se sentir en congé. On espère que du coup, vous aussi, vous passez de bonnes vacances si c'est le cas et que la reprise n'est pas trop dure si c'est le cas aussi. Ouais, parce que moi j'ai pas mal d'amis qui reprennent lundi. C'est affreux ça. C'est affreux. Et on sent que le Boomer Dream les pèse. Il suffit de revoir les tonalités dans les conversations entre potes. On sent qu'ils sont pas contents de retourner au boulot. Ouais, qui est content. Donc force à vous si vous reprenez lundi. Nous, on l'a toujours fait comme ça. On a vécu notre Boomer Dream toujours en prenant nos vacances en août, puisque Madame la comptable n'a jamais pu prendre une autre période que août. Du coup, on a toujours eu l'habitude de rentrer un petit peu en décalé, souvent entre le 5 et le 15 septembre. Comme on va faire cette année. C'est vrai. Boum, anecdote de la semaine, pas tant que ça. Moi, je reviens d'un week-end en famille à la montagne où il n'y avait pas un pet de réseau et franchement, ça m'a fait un bien fou. J'ai l'impression que... Bon, on est quand même allé dans une autre région, hein, une autre région. Un autre département. On était dans le département d'à côté. Hein. On nous dit ça genre comme si on était allé en Catalogne ou on était à 2h30 en Andalousie. Alors en fait, on était dans l'Aude, juste à côté. On était à 2h30 de route et franchement, c'était super bien. Et j'en parle parce que du coup, on est allé chez mon oncle et ma tante qui ont une maison secondaire là-bas. Et franchement, c'est trop bien parce que c'est une maison paumée au milieu de rien, genre vraiment pour aller dans le village. Genre, il y a 40 habitants et vraiment, faut vouloir pour le trouver, le village. Et c'est vrai que, bon, je sais pas si mes cousins ils écoutent le podcast, moi je parle un peu de leur situation, mais mon oncle est médecin en fait. Et du coup, ça se sent. Franchement, t'imagines, genre, ils ont 2 maisons, ils payent le prêt de 2 maisons. Et en fait, ils se barrent 4 jours dans la semaine à cette maison secondaire, tellement ça leur fait du bien de partir là-bas. Moi, ce qui m'a tué, c'est qu'il m'a dit qu'il faisait des consultations en visio avec vue sur les montagnes. Ça, c'est stylé quand même. C'est trop bien parce qu'en plus, on sort. Alors, du coup, c'est des maisons où en fait les chambres sont en bas et. Pièce de vie est en haut. Et ouais, la pièce de vie est en haut et en fait, il y a une giga vue sur les montagnes quand on prend le petit déj. Là, vraiment, c'était vraiment pépite. Voilà. Mais du coup, ça nous fait rebondir un peu sur la résidence secondaire. Bah, je me suis dit, putain, ils doivent payer une taxe d'habitation ici, c'est tout. Taxe foncière, taxe d'habitation. En plus, ma tante m'a raconté que du coup, sur leur habitation principale, ils en profitaient tellement plus qu'ils ont décidé de combler la piscine. Je te l'ai pas dit ça, mais Non, tu me l'as pas dit. Putain, mais en plus, leur piscine, elle est géniale. Ouais, elle est géniale, mais ils vont enlever le liner et ils vont remplir d'arbres, parce que en fait, ça prend trop d'entretien et que voilà, moi j'étais là, la maison va se déprécier. Ma tante était là, ouais, mais on s'en fout. Mais voilà, profession libérable dans toute sa splendeur. En fait, une maison avec piscine, c'est, je pense, 40 000 € en plus sur le prix dans la région où on est, quoi. C'est quelle erreur, quoi. Les profs libres, quoi. Donc voilà. Et ouais, maison secondaire. Choqué dessus. Et il y a vraiment une différence, je trouve, entre les... Parce que nous, souvent, c'est peut-être le reproche qu'on peut faire aux investisseurs locatifs, c'est qu'on achète beaucoup de biens et du coup qu'on empêche l'accès à la propriété à plein de gens. Mais la vérité, c'est que nous, on donne des logements aux gens et que y en a d'autres, en fait, ils ont quand même 2 maisons, quoi. 2 voire 3 maisons. C'est un truc de fou. Pareil, j'en parlais avec des amis, ils ont des grands-parents qui ont des appartements sur la Côte d'Azur. Et en fait, c'est des gens qui habitent pas du tout là le 3/4 de l'année. Et en fait, pour leur petit mois d'août, ils viennent sur la Côte d'Azur et ils bloquent l'accès à plein de logements. Ouais, mais bon, là, oui, où mon oncle et ma tante sont, personne ne va habiter, je pense. Mais ça fait quand même une réflexion sur les maisons secondaires et je pense qu'il y en aura de moins en moins, en fait. Moi, j'ai toujours un avis assez négatif sur les résidences secondaires. Alors, pas forcément trop pour la question
sociologique, que c'est vrai que ça entre guillemets ça fait augmenter les prix de ceux qui veulent habiter sur place, ça je suis d'accord, mais je veux dire c'est pas tellement sur cet angle-là que moi je le vois surtout, c'est d'un point de vue de l'investisseur, pour moi c'est beaucoup d'argent immobilisé qui ne travaille pas, et en vrai je trouve que en fait normalement il faudrait une telle surface financière et patrimoniale pour se permettre d'avoir une résidence secondaire que normalement très peu de gens pourraient en avoir, alors que pourtant beaucoup de gens en ont. Après, parce que c'est des gens qui... Tu vois, quand t'es médecin, enfin derrière, forcément tu peux... mais parce qu'en fait t'es dans ton boomer dream et que du coup tu dépends de ton métier. Enfin, oui, en gros, tu peux pas t'arrêter de le... travailler. Si du jour au lendemain t'es obligé de t'arrêter de travailler parce qu'imaginons t'as un accident, un truc comme ça, en fait ta résidence secondaire elle saute. C'est-à-dire que ton patrimoine il est pas en mode... Il est tellement excédentaire que tu peux te permettre, tu vois... je sais pas, si t'as 5-10 millions d'euros de patrimoine, tu peux te permettre d'avoir genre une petite maison à 200-300 000 euros à la montagne pour ce qu'elle te coûte et ce qu'elle t'immobilise en surface financière, c'est pas grand-chose. Mais je veux dire, si tu as un patrimoine total de 1 million, 1,5 million maximum, et encore là on parle d'un patrimoine payé, c'est souvent des patrimoines à crédit, je trouve que c'est pas assez pour se permettre d'avoir des résidences secondaires. Et que moi en tout cas je me vois pas avoir de résidence secondaire, parce que finalement quand on fait le calcul, c'est vachement plus intéressant si tu pars quelques semaines en vacances dans l'année, de louer des maisons très chères, que d'avoir des résidences secondaires qui vont te coûter de l'entretien, une taxe foncière, taxe d'habitation. Après, tu peux faire des fois des mixtes entre les deux en faisant des Airbnb, tu vois, ou des petits investissements. Il y en a qui achètent comme ça des chalets à la montagne et en fait, ils le gardent une semaine en été, une semaine en hiver pour aller skier. Ça, c'est pas mal, c'est entre les deux, tu vois, c'est pas vraiment une résidence secondaire, c'est plutôt un investissement locatif dont tu vas profiter aussi. Mais la vraie résidence secondaire en mode j'y vais quelques fois dans l'année et en fait, elle me coûte énormément, c'est un peu comme le délire d'avoir une grosse bagnole qui coûte très cher, tu vois. Moi, je le range un peu dans la catégorie des passifs. Moi, je sais pas. En tout cas, je sais que ça leur fait vraiment plaisir d'avoir cette maison-là. Et nous, ça nous a fait plaisir aussi. Et toi, tu as une bonne anecdote cette semaine. Ouais, on est en congé, donc moi j'ai dormi la moitié de la semaine, là, réveillée à la montagne. J'en ai une toute petite parce que j'ai encore travaillé un petit peu cette semaine et j'ai eu une cliente au téléphone. Et bon, ça la petite anecdote marrante, hein, mais elle m'a dit, en fait, je lui ai dit que j'étais en congé à la fin de la semaine et au lieu de me souhaiter bonnes vacances, elle m'a demandé quand est-ce que je revenais de congé et je lui ai dit autour du 10 septembre. Elle m'a dit, vous prenez tout ça de congé ? Genre presque sur un ton accusatoire, que c'était pas normal, sachant que en vrai ça m'est déjà arrivé, je sais plus, de poser 4 semaines l'été, voire peut-être une fois 4 semaines et demie ou 5 semaines, je sais plus ce que j'avais fait, mais bon là cette année j'ai posé que 3 semaines. Oui, parce que Julien il retient ses congés pour la fin d'année. C'est ça, pour avoir le petit chèque quand je vais démissionner à la fin de l'année. Et du coup j'ai posé que 3 semaines là cet été, c'est mes RTT en fait que j'ai posé. Et la cliente elle m'a dit quoi, vous revenez aussi loin, etc. J'étais là, calme-toi, je prends déjà 3 semaines. Une boumeuse qui a 65 ans, qui a la retraite, quoi. Et j'étais là en mode un peu déplacé comme réflexion, madame. Enfin, c'est ce que j'ai pensé et ce que je lui ai dit. Je lui ai dit, bah écoutez, c'est que 3 semaines, quoi. Ouais, je sais pas, c'est l'été, quoi, ouais. Bah, c'est ça. Bien contente qu'on paye sa retraite, donc... C'est ça. Non, mais en fait, surtout, je pense qu'elle s'est dit que je rentrais tard par rapport à la rentrée, tu vois, parce qu'il y a beaucoup de gens qui reviennent fin août. Sauf qu'en fait, ce qu'elle a pas réalisé, c'est qu'on était genre le 13 août et que j'étais en train de lui parler, tu vois, alors que forcément, mes collègues sont en vacances le 13 août, ils vont revenir plus tôt, quoi. Oui, puis bon, qu'est-ce qui peut être... Enfin, t'es pas médecin, quoi. Qu'est-ce qui peut être urgent ? Ouais, c'est ça, en plus. Petit thème de la semaine, du coup, on vous fait un épisode plutôt léger. Les arnaques dans l'immobilier. En France. En France. Alors, on va vous faire une zone interdite spéciale, les trucs les plus saugrenus qu'on peut voir, mais peut-être juste faire quand même un petit rappel sur les trucs importants pour pas se faire arnaquer dans l'immobilier, parce qu'on a quand même de la chance que c'est très réglementé. Alors, que la France soit très réglementée, c'est quelque chose sur lequel on cascaille souvent dans ce podcast, ouais. Et je pense que tout le monde en a un petit peu marre, mais dans l'immobilier, ça a quand même l'avantage qu'on a une certaine sécurité, dans le sens que c'est quand même compliqué enfin, en fait, par exemple, vous pouvez pas acheter un faux titre de propriété non immobilier en France, des choses qui sont pas possibles, mais il y a quand même pas mal de petites arnaques qui peuvent arriver, vous ruiner un investissement ou en tout cas vous coûter extrêmement cher. Et on voulait faire un petit tour pour déjà voir les différents cas auxquels peut-être vous auriez pas pensé et que nous on a pu voir. Alors soit nous auxquels on a fait attention sur certains de nos investissements, soit éventuellement que certaines personnes qu'on a déjà rencontrées ont pu nous raconter. D'ailleurs, petite début d'anecdote, vous aurez l'entièreté de celle-ci dans un podcast qui arrivera à la rentrée avec un invité avec lequel on a enregistré il y a 15 jours, mais lui carrément il a perdu je crois 20 000 euros ou 30 000 euros, je sais plus. 20 000 euros, je crois. 20 000 euros, je crois, ouais. 20 000 euros avec un notaire qui l'a plus ou moins arnaqué. Donc, c'est pour vous montrer que même des fois avec les notaires, on peut avoir des dingueries, quoi. Mais on y reviendra un peu plus tard dans l'épisode.
Ouais, donc on vous fait une petite revue de tout ça. Tu veux commencer du coup sur le premier Il fait tout tomber, il fait tomber le setup. Ouais, je viens de donner un coup dans le setup, c'est pas grave, ça arrive. Tu veux donner du coup, parler un peu du premier parce que c'est quand même assez juridique et je pense que tu l'expliqueras bien. Ouais, bah le premier, c'est les vis cachés. Alors Ouais. ça, c'est le truc un peu classique dans l'immobilier. Normalement, votre notaire, s'il fait bien son boulot, il doit vous en parler à chaque fois. Et déjà, il faut savoir ce qu'un vice caché, ça doit se distinguer du vice apparent. C'est un peu le truc, imaginons sur une maison, si vous avez une énorme fissure sur la façade. C'est intentionnel, non, le vice caché, je crois. Non, en fait, les deux sont non intentionnels, mais la différence, c'est que vous avez le vice apparent, Ouais. qui est par exemple, je sais pas moi, votre façade, il y a une énorme fissure qui se voit sur les photos, enfin que vous pouvez pas rater. Et vous avez par exemple la fissure que vous ne pouvez voir que si vous retirez un bout de placo au fond de la cave et que vous voyez que les fondations sont en train de se fissurer. C'est un peu la distinction entre les deux. Donc vous avez le vice apparent que vous êtes obligé d'avoir vu, qu'on peut pas dire que vous n'aviez pas vu, et il y a le vice caché que vous ne pouviez pas voir au moment où vous avez visité la maison. C'est ça la distinction entre les deux. Et par exemple, pour les vices apparents, c'était un de nos invités, Jérôme, il nous avait parlé en gros, de ce qui lui avait coûté le plus cher dans l'investissement. Tu te rappelles ou pas? En fait, il avait mal regardé la toiture. Et je crois qu'elle était pleine d'amiante ou je sais pas quoi. Il s'en est pas rendu compte. Et je crois qu'il a mis plus de 30 000 euros pour pour refaire la toiture. Pour refaire une toiture. C'est possible. Et ça, c'était. Et ça, en fait, le vendeur lui a pas caché, c'est juste lui qui l'a pas vu, tu vois. Donc, il l'a pas vu. Après, ça encore, c'était considéré comme un vice caché parce que c'était pas tout à fait un vice apparent dans le sens où ça sautait pas aux yeux quand tu rentrais dans la maison, tu vois. C'était un vice caché, mais la différence, c'est que, en fait, la grande différence en droit tout simplement en droit des biens, que ce soit des biens meubles ou immeubles, quand vous avez des garanties. Un exemple, par exemple, quand vous achetez une voiture à un professionnel, ce professionnel, si jamais votre voiture elle tombe en panne au bout de 5 km, vous pouvez revenir chez le professionnel et demander à soit faire réparer la voiture, soit remplacer ou rembourser la voiture dans un autre cas. Et ça, c'est la garantie des vices cachés. Dans l'immobilier, quand vous achetez un professionnel, elle existe. Par exemple, nous, on a acheté notre résidence principale à un promoteur parce que ça a été un appartement qu'on avait eu en primo-accession. On a la garantie des vices cachés. Si par exemple on a, je sais pas moi, on se rend compte que l'immeuble est en train de se fissurer, s'effondrer, le syndicat des copropriétaires pourra aller chercher la garantie du promoteur et l'obliger à réparer ou à nous rembourser au cas où il pourrait pas le faire. Et c'est là où vous avez des systèmes d'assurance, de responsabilité professionnelle qui rentrent en compte. Mais quand vous achetez un particulier tout simplement, donc c'est à peu près 95% je pense des transactions que vous ferez dans l'immobilier, vous n'avez pas la garantie des vices cachés. Donc en gros, si dans le cas où tu parlais de notre invité Jérôme qui a eu un souci sur la toiture, c'était un vice caché, le propriétaire ne le savait pas, il ne vous doit pas de garantie là-dessus. Vous pouvez pas, une fois que la vente a été faite, retourner le voir et lui dire écoute, la toiture elle m'a coûté 30 000 euros, il faut que tu en payes une partie. Le seul cas où vous pouvez le faire, mais c'est très difficile de le prouver, c'est le cas où le vendeur le savait. Ouais, j'allais dire quand est-ce qu'on peut se retourner du coup contre le vice caché. C'est que s'il le savait, mais il faut prouver qu'il le savait. Là, c'est compliqué. Là, c'est des années de procédure. C'est des années de procédure. Et puis, je pense que par exemple, la toiture, c'est un peu un mauvais exemple, mais vous pouvez avoir le cas, par exemple, d'une fuite d'eau, tu vois. Par exemple, si la fuite d'eau, elle a été tu peux pouvoir prouver qu'en gros, elle a été maquillée et que dès qu'il y avait de l'eau qui coulait dans la maison, forcément, ça se voyait. J'avais vu un reportage comme ça sur une maison. Des gens avaient acheté une maison qui avait été refaite dans une opération de marchand de biens. Et en fait, ils avaient caché le fait qu'il y avait des mérules dans les. Oui. Ça, c'est un bon exemple. La mérule, c'est un champignon. Ouais, mais en fait, la maison, elle est pourrie, je crois, pourrie de chez pourrie. Une fois qu'il y a la mérule, c'est compliqué de s'en débarrasser. Si, tu peux le traiter, mais c'est vrai que après nous, dans les régions chaudes, au sud de la France, on n'a pas trop le mérule. Les mérules, tu vas plutôt avoir ça dans l'ouest, dans les climats un peu plus humides et froids. Mais effectivement, à partir du moment où ça t'attaque le bois, en fait, tu peux le traiter, mais ça coûte assez cher, un peu comme les termites. Et sinon, si le bois est trop bouffé, tu dois carrément le remplacer parce que ça vient abîmer, ça vient jouer contre la solidité de ta maison, quoi. Après, là-dessus, comment vous allez vous prémunir des vices cachés, ça, on a déjà un petit peu parlé dans le podcast, mais sans forcément insister sur ce point-là, c'est les visites.
et de faire regarder le maximum d'éléments structurants de votre bien immobilier avant l'acquisition. Un exemple tout bête, mais nous on est en train d'acheter un bien, on a la chance d'avoir ton frère qui est charpentier, on va lui payer un petit restaurant et en même temps on va aller faire un tour sur notre bien immobilier là-bas et on le fera monter sur le toit pour que il vérifie la toiture et qu'en fait on soit tranquille là-dessus. Ouais. Parce qu'effectivement nous les toitures on n'y connaît rien, en plus au moment où on a visité le bien, la toiture de là où on était on pouvait pas bien la voir, plutôt que moi je monte dessus et que finalement je suis pas du tout un professionnel des charpentes et bon si je sais quand même voir si ça a été entretenu ou pas, mais je veux dire c'est pas mon métier. Là on a l'occasion de pouvoir faire monter un professionnel et au moins il pourra nous donner son avis dessus. Pareil il y a on a fait justement il y a quelques semaines une acquisition avec un local spa dont on vous a déjà parlé, qu'on est en train de mettre en location. 2 semaines avant la vente, je suis passé avec mon plombier pour vérifier toutes les installations. On a tout mis en route. Je lui ai fait regarder les arrivées d'eau, les évacuations, les ballons d'eau chaude. Voilà, on a tout vérifié pour qu'au moment où j'achetais, je me rendais pas compte qu'au final, ce qu'on achetait n'était pas fonctionnel et qu'on allait devoir faire des travaux pour le rendre fonctionnel, parce que comme on va le mettre en location, le professionnel, un des arguments qu'on fait qu'on loue un petit peu plus cher ce local, c'est qu'il y a déjà toutes les installations en place et fonctionnelles en fait. Donc voilà, ça fait partie de toutes les petites visites que vous devez faire et notamment, ça encore une fois, votre notaire vous le demande, mais quand vous allez faire la signature de l'acte authentique, absolument la semaine avant ou les 10 jours avant, vous devez retourner voir le bien immobilier et bien vérifier qu'il est dans le même état que ce que vous aviez vu avant, enfin lors de la première visite quand vous avez signé le compromis. Ça c'est super important. C'est important ce que tu dis, ce que ça relève du coup, c'est que en fait, il y a quand même pas mal de choses qui viennent avec l'expérience. C'est pour ça qu'on vous l'a aussi toujours dit, ne commencez pas trop gros, parce qu'en fait, petit investissement, petit problème, gros investissement, gros problème. Et c'est vrai que, alors nous on a fait ça, d'un côté, ça nous a fait l'expérience. Ce qu'on regrette un peu, c'est qu'effectivement ça nous a pas vachement avancé par rapport à nos objectifs, mais au moins, on a pu apprendre au fur et à mesure des acquisitions. Et en fait, maintenant, Julien, il maîtrise vachement toutes les questions qu'il faut poser. Et en fait, ça encadre le risque de se faire de l'expérience et de poser les bonnes questions. Et plus vous allez avancer, plus il y a des réflexes que vous allez avoir parce que le cas s'est posé, etc. Et du coup, malheureusement, il y a aussi une petite part d'expérience qu'il faut avoir. Je suis assez d'accord avec toi et surtout qu'en plus, comme tu dis, quand on commence petit, c'est pour ça qu'on en revient toujours au même, on vous recommande votre première opération, vous faites un appartement copropriété. En fait, vous aurez déjà 90% des gros risques structurants qui vont disparaître, dans le sens que quand vous êtes en copropriété, ça va pas être votre responsabilité directement, mais celle de la copropriété et que normalement, si vous avez regardé que c'est une copropriété qui est quand même bien gérée, en général c'est des immeubles qui sont un peu plus récents, vous allez avoir moins de problèmes au niveau des toitures, de la structure de l'immeuble. Bon, peut-être qu'il y aura une façade à prévoir, mais voilà, vous aurez moins de grosses questions sur quelque chose qui coûte extrêmement cher à regarder. Vous aurez plutôt l'intérieur de l'appartement, les éventuels travaux que vous devez faire, alors que directement quand vous lancez dans un immeuble, vous avez plein de questions qui sont beaucoup plus importantes. Et on a eu le cas avec des amis à nous qui se sont lancés, peut-être d'ailleurs un jour on les fera passer dans le podcast pour qui nous racontent leur première opération qui dure quasiment depuis 1 an. Ils ont eu malheureusement une mauvaise surprise, qu'ils ont travaillé avec un charpentier qui évidemment mal fait son taf, ils ont fait tous les travaux à l'intérieur, premier gros orage, la toiture est pas étanche et finalement ça a complètement détruit tous les travaux qu'en fait que leurs artisans avaient mis des mois à terminer quoi. Du coup maintenant ils sont en train de battre avec les assurances pour c'est en stand-by depuis 3 mois en fait. Et c'est ça, et là depuis 3 mois en fait ils sont en train de perdre du temps. Donc c'est des problèmes que typiquement ils auraient pas eu s'ils avaient fait une OP plus petite. Après ça veut pas dire qu'ils auraient pas dû la faire, c'est juste pour vous montrer que voilà, plus vous faites des opérations qui sont grosses, plus vous avez des gros risques qui peuvent se poser. Et les éventuels recours légaux que vous pouvez faire devant les tribunaux, très sincèrement c'est très compliqué. Vous partez pour des années de procédure, à moins que vraiment vous ayez des sommes colossales en jeu. Moi je le recommande pas trop. Imaginons que vous ayez une toiture à 30 000 balles à refaire, ça sert quasiment à rien de faire une action à vice caché contre votre vendeur. Vaut mieux faire les travaux. C'est ça, vaut mieux faire les travaux, il passe à autre chose et tant pis entre guillemets, vous aurez fait. Gagne pas tous les coups. C'est ça, vous n'aurez pas autant gagné que ce que vous auriez dû, mais c'était un coût que vous n'aviez pas anticipé. Mais en tout cas, le recours devant les tribunaux sur ce genre de cas sera vraiment pas ce qui va vous sauver. Est-ce que les vices apparents, ça peut faire l'objet d'une négo? Ah bien sûr, surtout parce que le vice apparent, le jour où tu visites, tu vois qu'il y a des soucis, que tu as des travaux à prévoir, forcément ça fait partie de ta négo. Maintenant pour moi le vice apparent dont tu parles, c'est plutôt celui qui va se mettre en place
entre ta signature du compromis, ta signature de l'acte final. Imaginons que tu retournes voir l'immeuble et tu as une grosse fissure sur la façade qui n'existait pas la première fois que tu as visité. Forcément, même alors que le compromis est signé, au moment de l'acte final, tu peux décider de renégocier le prix. Ça se voit. Oui. Parce que en fait, la chose que tu achètes est plus la même. Tu achètes quelque chose où il n'y avait pas de travaux et finalement, en fait, il y en a. Oui, c'est un nom, c'est un droit, il y a une phrase là qu'on dit tout le temps, qu'on est d'accord sur le prix, la chose, et dès que tu en as une qui change, tu dois renégocier. Ouais. Donc, parce que tu as acheté pour un bien en l'état, si le bien est plus dans le même état, forcément, ça vaut plus le même prix. Clairement. Et ça effectivement pour les vices cachés, important, très important. Tu veux parler peut-être un peu du neuf ancien ou pas ? On l'a déjà, je vais aborder rapidement, on a déjà un peu parlé dans les vices cachés, mais c'est un peu les grandes différences de risque que vous allez avoir. Après, par exemple, sur les contrats, surtout dans le neuf, tu vois, il y a quand même pas mal de choses à savoir. Parce qu'il y a des choses où on trouve que que ça se fait pas, mais en réalité, ils ont quand même, les contrats. Ont beaucoup de droits. Ouais, je trouve que les contrats prévoient quand même beaucoup de marge en leur faveur. Ils sont très protecteurs des promoteurs. Et vraiment, ils prévoient vraiment pas mal de marge pour eux, et des fois on peut penser qu'un truc est injuste ou que ça doit être modifié, en fait non. En fait, il faut bien se rendre compte quel est entre guillemets l'intérêt de l'État, dans le sens où pour la stabilité d'un marché immobilier, l'État il veut éviter au maximum que vous ayez des promoteurs qui fassent faillite, parce que des promoteurs qui font faillite, ça veut dire des chantiers qui sont pas finis, énormément d'argent qui est perdu, des éventuels propriétaires qui avaient payer des avances aux promoteurs qui vont mettre des années à les récupérer. C'est un énorme risque pour un État d'avoir des promoteurs qui font faillite. Et en France, on a fait un choix. Alors, je sais que dans certains pays, c'est différent, mais par exemple, en France, au niveau de la construction, c'est assez protecteur des promoteurs, surtout sur les habitats collectifs. Encore sur les maisons individuelles, par exemple, vous avez le fameux CCMI, qui est le contrat de construction de maisons individuelles, qui est plutôt protecteur du propriétaire qui fait construire sa maison. Mais à l'inverse, quand vous avez un promoteur qui va construire un immeuble, il a énormément de règles qui lui permettent, notamment dans les cas de retard de livraison, de pas avoir d'indemnité à payer à ses clients. Et ça a été notamment notre cas où nous on a eu quasiment 2 trimestres de retard. Ouais, 6 mois. Et pareil, une fois j'étais je me changeais pour aller au sport, dans les vestiaires. Et il y avait une fille qui expliquait qu'en fait, ça faisait 1 an qu'elle devait recevoir son appartement, qu'ils avaient toujours pas fait la livraison, et que il y avait encore 2 trimestres de retard, et qu'en fait elle payait déjà son prêt, et qu'elle avait dû retourner vivre chez ses parents. Et en gros, les indemnités, vraiment, c'était toujours pas acté, et elle disait qu'en gros, elle s'attendait à pas grand chose par rapport au préjudice qu'elle a causé, que ça a causé. Et je me dis, en fait, quand j'ai entendu ça, j'étais là, et nous, si c'est en retard, parce qu'à ce moment-là, on n'avait pas été livrés. Et en fait, c'est injuste, mais malheureusement, c'est comme ça. Après, en revanche, là où le particulier va être extrêmement bien protégé face au promoteur, ça va être surtout ce qui est garantie décennale, garantie de livraison de parfait enchaînement. Au moment où vous signez pour un appartement, vous pouvez faire inscrire j'ai perdu le mot, tu sais, quand tu devais inscrire s'il y avait problème. Des réserves, merci. Des réserves sur le PV de livraison, que normalement le promoteur, même vous pouvez quand même prendre livraison du bien, et le promoteur devra quand même venir les corriger dans les 2 mois où vous allez rentrer dans le bien. Si vous avez pendant 1 an le moindre problème qui vient dans l'appartement, il va devoir venir le réparer immédiatement sans se poser la question si c'est normal ou pas. Tu voulais dire quelque chose ? Ouais, que soyez tatillon en fait sur la livraison du bien. Nous, je crois qu'on avait déjà vérifié les cotes. Bon, au final, on avait un bon promoteur. Mais en fait, faut pas se gêner d'être ultra tatillon, parce qu'en fait, ça vous protège un maximum le jour où ça va pas. Moi, je me rappelle, j'avais une de mes collègues, en fait, le mur qui tient la baie vitrée, il avait commencé à se fissurer avec la chaleur. Ouais, tu m'as raconté. Elle a été livrée en même temps que nous, et j'étais là, super. Et en fait, soyez tatillon. Vous pouvez même refuser de signer le PV de livraison s'il y a trop de choses qui vont pas, en fait. Oui, il y a même en plus, alors cette loi, j'ai jamais creusé pourquoi l'État l'avait mis en place, mais vous avez une loi au niveau de l'insonorisation d'un logement. Il faut savoir que quand vous rentrez dans un logement neuf pendant 1 an, si jamais il est mal insonorisé, que vous avez du bruit de la rue ou de vos voisins, là encore, vous pouvez faire intervenir la responsabilité du promoteur. Il doit venir corriger ce problème, alors soit réisoler, soit en général, faut qu'il y ait un gros problème d'isolation pour que vous ayez le son qui passe, mais ça peut venir d'une fenêtre, d'une porte. Mais ça arrive, parce que par exemple dans notre bâtiment, j'ai une de mes copines qui habite au rez-de-chaussée,
Et alors nous, nous on est au premier et en fait on est entre des murs porteurs donc forcément on n'entend rien, ni de l'extérieur ni les autres nous entendent. Par contre elle, on l'entend depuis le couloir et elle m'a dit qu'elle entendait tout aussi de l'intérieur. Et elle l'a dit à sa propriétaire et en fait la propriétaire elle a pas du tout contesté l'insonorisation, sauf que là ça fait largement 1 an que c'est passé et elle pourra jamais venir modifier ça. Oui. C'est fou. Après, sur le neuf, c'est vrai que généralement, les risques, il n'y en a pas tant que ça, c'est surtout les délais de livraison. Et si vous êtes tatillon, après, sur les détails, On peut peut-être pas parler rapidement des maisons aussi, avec les contrats de construction de maisons individuelles, parce que ça, on peut avoir des auditeurs sur le podcast, peut-être qu'ils n'achèteront pas d'appartement neuf, mais qui un jour feront construire leur maison. Ouais. Là aussi, vous avez un peu de choix. Soit vous, entre guillemets, vous passez par le contrat de construction de maison individuelle. Alors c'est particulier parce que vous devez passer par ce qu'on appelle un constructeur qui va en fait lui-même gérer la construction de toute votre maison et va avoir une obligation de terminer votre maison. C'est pour éviter, vous savez, tous les fameux drames où les artisans terminent pas le chantier, etc. Ou alors vous passez en dehors du contrat de construction de maison individuelle, donc vous choisissez vous-même vos artisans et entre guillemets vous êtes un peu votre propre maître d'œuvre là-dessus. En général ça va coûter un petit peu moins cher. C'est vrai que par exemple les banques, moi j'ai déjà vu sur des dossiers notamment sur des grosses maisons à plus d'1 million d'euros, quand on est hors contrat de construction de maison individuelle, la banque elle aime pas trop parce que c'est entre guillemets moins garanti que ça ira au bout et qu'il y aura pas de surcoût surtout. Parce que là aussi encore une fois s'il y a un mec qui fait faillite ça fait chier quoi. Parce que, oui et puis c'est surtout que entre guillemets votre artisan quand il vous fait des devis il s'engage pas forcément sur le prix derrière. Si les matériaux augmentent il peut réaugmenter son prix, donc vous pouvez vous retrouver avec une maison qui va vous coûter plus cher. Je te rappelle, on avait un artisan qui nous faisait des travaux dans un local, il nous racontait qu'en fait il s'arrachait les cheveux sur un chantier parce que en fait c'est l'architecte qui avait fait les plans et il s'était trompé dans toutes les cotes. Et que rien n'avait été vérifié et je me disais mon Dieu, et en fait lui il disait vraiment il y a des écarts de 1 mètre des fois sur des pièces, t'imagines t'as payé en fait ça, tu te retrouves avec ça c'est avec l'architecte quoi. Non mais franchement bon bref on va pas reparler des architectes ici, on a déjà parlé dans d'autres épisodes, vous savez ce qu'on en pense. Et tout ça pour dire, oui, quand vous faites construire la maison, là encore, soyez très vigilants sur les normes de construction, etc. T'avais raison de dire d'être tatillon. Un exemple d'un couple d'amis qui l'a été au moment de la construction de la maison, et ça avait énervé le constructeur de manière assez forte, mais il s'est assuré qu'au niveau de la quantité et de la hauteur des fondations de sa maison, c'était suffisant, qu'au niveau de l'isolation, c'était suffisant, parce que vous pouvez des fois avoir, entre guillemets, des entreprises qui vont essayer de faire des économies sur votre dos en faisant des fondations un petit peu moins profondes, en isolant un petit peu moins les murs. Enfin, il y a plein d'endroits où ils peuvent essayer de récupérer un petit peu de matériaux qui vous sont quand même facturés, mais où ils se disent que ça va être compliqué pour vous de vérifier qu'ils ont bien mis ce qu'ils avaient marqué sur le devis. Moi aussi, le conseil, c'est que on peut pas être expert en tout. Si c'est pas vos domaines de prédilection, moi, ça me paraît un peu compliqué quand même. Non, mais par contre, bref, en fait, moi, je me sentirais pas de faire un chantier à gérer tout le monde. Tu vois, il faut vraiment avoir quand même un petit œil, je pense. Ah, faut y passer plusieurs fois par semaine, il faut aussi quand même s'y connaître un petit peu, tu vois. Ouais, bah oui, c'est ce que je dis, ouais. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que c'est toujours pareil, si tu fais construire une maison, il faut quand même que tu t'y connaisses un petit peu en travaux. Ou à ce moment-là, si tu t'y connais pas du tout en travaux, vaut mieux que tu passes sur une maison qui existe déjà. Et à ce moment-là, les travaux que tu vas avoir à faire, c'est que du second œuvre, ça sera un petit peu moins compliqué que si tu construis une maison de A à Z, tu vois. Je pense aussi qu'il faut toujours faire un projet en cohérence avec les compétences que tu as et dans quoi tu as envie de t'engager, quoi. Et par rapport à l'ancien, du coup, on en a déjà parlé, mais c'est vrai qu'il y a l'expérience et... dans l'ancien, tu vas surtout avoir une grande attention sur les diagnostics immobiliers et en fait sur plein de petites choses. Et c'est là où forcément quand on est investisseur immobilier, c'est plutôt dans l'ancien qu'on va faire des bonnes affaires, parce que le neuf est souvent cher, sauf dans certaines régions, mais on va dire de manière globale, ça sera surtout dans l'ancien qu'on va trouver des petites pépites. Et il y a beaucoup de choses qui vont faire attention, et c'est un peu ce que tu disais tout à l'heure, qu'avec l'expérience, à la fin, on sait un peu tout ce qu'il faut regarder. On encadre le risque, comme tu dis. Il y a des trucs un peu classiques que vous allez avoir tout de suite, on a déjà parlé, façade, toiture, fondation, etc. Il y a d'autres choses parfois moins communes et auxquelles vous allez peut-être un peu moins penser le jour où vous allez faire une acquisition, qui sont parfois en dehors des diagnostics techniques, parce que les diagnostics, on vous en a déjà parlé, c'est le petit dossier que vous remet le diagnostiqueur sur le bien que vous allez acheter et que normalement vous
vous revoyez avec votre notaire. À l'intérieur, on va vous parler d'amiante, de plomb, d'isolation énergétique. On va vous parler également de plan des risques et de voir si la maison est en zone inondable. On va vous parler de termites. Je crois que j'ai rien oublié. Et peut-être si vous êtes en copropriété, on va vous faire la surface loi Carrez pour vérifier le nombre de mètres carrés que vous achetez. Une fois que vous avez regardé tout ça, il y a quand même parfois d'autres choses qui peuvent vous amener des surcoûts. Quand vous achetez de l'immobilier, par exemple, typiquement sur les rénovations d'anciens immeubles, il y a la question de l'assainissement et donc l'évacuation des eaux usées. Vous allez avoir beaucoup de vieux immeubles qui ne vont pas être accordés pour tout ou partie au réseau d'assainissement collectif, qui vont souvent avoir des fosses septiques. Et en fait, la fosse septique, bon, déjà, il y a certains endroits où ça devient interdit pour des questions écologiques et de récupération de l'eau. Et en plus, vous allez aussi avoir un problème, c'est que si c'était une maison avec, disons, 2 à 4 personnes qui vivaient, en fait, la fosse septique, ça suffit. Maintenant, si vous achetez cet immeuble pour le redécouper en 6 studios, par exemple, donc potentiellement, vous allez avoir entre 6 et 12 personnes qui vont vivre dedans. En fait, la fosse septique, elle est absolument plus suffisante pour la quantité de personnes que vous allez avoir sur la même installation. Donc, en fait, vous allez être obligé de vous raccorder au réseau d'assainissement collectif, et ça peut vite vous coûter des milliers d'euros parce qu'en fait il faut creuser des tranchées, il faut parfois casser le trottoir pour pouvoir faire passer l'évacuation. Donc ça, c'est des choses auxquelles on pense moins, mais c'est toujours des questions à poser. Et que moi, ça m'est, en fait, la première fois où je l'ai appris, c'était justement dans un podcast il y a quelques années où des investisseurs avaient eu le cas sur un immeuble, et après je m'y suis intéressé, j'ai regardé un petit peu qu'est-ce qui était important de voir là-dedans, et toutes les autres opérations qu'on a fait quand on achetait comme ça, et particulièrement sur la dernière, on avait fait des travaux où en plus on avait reçu dans le dossier des diagnostics une partie sur l'assainissement, et qu'on avait vu qu'une partie des évacuations allait vers la fosse septique. C'est bien évidemment des questions qu'on a posées et des risques qu'on a évacués de cette manière-là, de pas se retrouver à faire tous les travaux et à la fin de se dire en fait on peut pas mettre en location parce que les eaux usées s'évacuent pas au bon endroit, quoi. Ouais, clairement. Après, il y a également ça dans l'ancien, là encore dans les diagnostics. Normalement, le diagnostic électricité, il est bien fait parce qu'en général, ils rigolent pas là-dessus, c'est la sécurité, mais lisez-le. Et quand vous avez des anomalies, regardez-les quand même. Parce que là encore, l'électricité, c'est assez important, et en fait, ça peut vite vous foutre le feu. Des fois, c'est des trucs un peu bêtes que même parfois le diagnostiqueur va pas forcément voir. Mais si par exemple, nous, on a eu le cas sur un de nos appartements, où d'ailleurs, il faudra que on fasse intervenir, on a prévu de faire ça à l'automne, d'envoyer un électricien pour modifier ça sur une de nos installations. Mais en fait, on n'a pas le bon diamètre de cuivre pour raccorder les différents circuits du tableau. Donc en fait, au lieu d'avoir du 6 carré, pour ceux qui s'y connaissent, on a du 2,5. Donc en fait, si on a un appareil qui tire beaucoup de tension, on a un risque de départ de feu sur le fait qu'on ait un cuivre qui est trop fin et qui donc encaissera pas assez la tension électrique. Donc c'est encore une fois des petits trucs, vous pouvez pas tout vérifier, mais essayez de regarder au plus large et d'évacuer comme ça peut-être 80-90% des gros problèmes qui vont pouvoir vous arriver, quoi. Après, quoi qu'il arrive, il y a toujours des fois, il y a une part de hasard aussi. Des fois, il y a des choses qu'on ne peut pas anticiper. Oui, non, mais après, tu auras toujours la tuile que tu n'as jamais vue. Mais si tu es ultra prudent là-dessus, tu vas en évacuer suffisamment pour que le jour où il t'arrive une tuile, ça soit pas quelque chose qui remette en question la viabilité de ton projet d'investissement locatif, quoi. Clairement. Est-ce qu'on parlerait pas un petit peu de tout ce qui est paiement, et à moins que tu aies quelque chose... Si, ça c'est pas mal. Les paiements. Est-ce que nous, on est des bons payeurs envers nos artisans et les prestataires ? Oui, moi je les paye toujours dans les temps. Je pense que souvent ils sont assez satisfaits d'avoir travaillé avec nous parce qu'ils n'ont pas besoin de nous courir après pour payer. Par contre, on fait attention à la manière dont c'est fait et prévu. On paye toujours quand c'est fait, en fait. On est satisfait. En vrai, on a quand même, je pense par exemple, ça n'a rien à voir, mais j'ai touché le micro. Par rapport à la cuisine, chez nous, on n'a pas payé la totalité. Oui, après ça c'est parce qu'on avait un litige aussi avec le cuisiniste. Ouais. Faudra un jour qu'on en parle dans le podcast. On avait parlé à l'époque. On a parlé de ce truc. Je crois qu'on en a parlé dans peut-être les tout premiers épisodes, mais bon, un jour on expliquera, on fera un épisode dédié aux cuisinistes parce que là aussi on a beaucoup de choses à dire sur eux. Mais effectivement, on a eu un problème avec eux. On s'était arrangé par une petite stratégie pour pas payer la totalité à la livraison comme ça aurait été possible, et donc vu qu'on n'a jamais pu s'entendre avec les malfaçons qu'on avait eues sur notre cuisine, en fait on n'a pas payé la totalité du prix. Et on s'en est sorti comme ça pour se dédommager nous-mêmes, parce qu'en fait vu que c'est des arnaqueurs, en fait ils nous auraient jamais dédommagé honnêtement. Et
ça me fait rebondir que effectivement, même quand vous payez des acomptes, faites attention au montant de l'acompte que vous allez donner. Ça, c'est quelque chose qu'on voit un petit peu partout. Je pense qu'on vous apprendra rien dessus, mais c'est important encore une fois de le répéter parce que par exemple, un artisan sur un gros chantier qui vous demande 50% d'acompte, c'est trop. Normalement, c'est 30% d'acompte. Max, parce qu'il a besoin d'acheter les matériaux, c'est une chose, mais vous c'est pas à vous de faire son fonds de roulement en fait. Et de faire l'avance de trésorerie de sa boîte, exactement. À la limite, vous pouvez lui faire... après, il va vous redemander normalement 30% à la moitié du chantier pour reacheter les matériaux ou pour payer la main-d'œuvre qu'il a déjà fait sur votre chantier et vous lui donnerez le solde à la fin. Par exemple, et puis également de pas payer trop en avance non plus. Nous, on a eu le cas quand on a posé des clims chez nous il y a pas très longtemps. En fait, moi, je voulais prendre rendez-vous pour savoir quand est-ce que l'artisan allait venir poser les clims chez nous. Ouais, et en fait, il nous disait non, mais pour pouvoir qu'on prenne rendez-vous, il faut d'abord que vous me payiez la compte. Pour valider le devis et qu'on puisse prendre rendez-vous et que ça reste ce prix-là. C'est ça, sauf que moi, je lui ai dit non, ça va pas marcher dans ce sens-là. J'ai dit parce que si jamais on prend rendez-vous et que vous venez dans 2 mois, moi, je vais pas vous avancer 30% de nos clims pour dans 2 mois. J'ai dit, je comprends que vous devriez les payer en avance, mais en fait, vous les payez 2 semaines avant le rendez-vous, vous les payez pas 2 mois avant, tu vois. Heureusement, donc, il a été efficace. Mais il a été efficace, et puis bon, il a compris aussi qu'on s'y connaissait un petit peu, et qu'à un moment donné, on n'allait pas non plus payer 3 mois en avance des clims sans savoir quand est-ce qu'il allait venir les poser chez nous, quoi. Exactement. Donc c'est des petites choses à faire attention, parce qu'en fait, c'est très important, c'est celui qui a l'argent qui a le pouvoir. Donc le jour où vous n'avez plus l'argent parce que vous l'avez déjà donné, en fait, il vous reste que vos yeux pour pleurer, parce que la partie adverse, si elle est de mauvaise foi, elle vous laissera dans la merde et elle viendra pas vous aider et elle reviendra pas en arrière, sauf si c'est des artisans de confiance. Après ça, forcément, si vous avez des artisans de confiance, entre guillemets, vous pouvez dormir un petit peu plus sur vos 2 oreilles, mais dans le cas où, pour la majorité de ceux qui se lancent dans l'immobilier, on commence seulement à se faire un petit réseau sur ces premières opérations, soyez très vigilants sur les paiements. Et du coup, moi je le recommande, mais c'est de garder du coup une petite réserve pour la livraison, celui qui vous demande le paiement de la totalité avant, comme l'a dit Julien. Non, faut toujours garder quelque chose. Toujours garder quelque chose parce que en réalité, les entreprises, quand vous comprenez comment fonctionne la comptabilité d'une entreprise, vous vous rendez compte que la marge que fait une entreprise sur une opération, elle la fait souvent sur la dernière partie du prix. Pas que, vous avez des entreprises qui marchent plus que d'autres, mais imaginons que vous ayez une entreprise de travaux qui vient bosser chez vous. La vraie marge sur laquelle elle gagne de l'argent, c'est souvent sur les 10 derniers pourcents que vous allez lui donner au moment de la livraison. Donc en fait, tant que vous lui donnez pas ces 10 derniers pourcents, ils ont peut-être pas perdu d'argent sur votre chantier, mais ils en ont pas gagné beaucoup non plus. Donc tant que vous avez ces 10% là, vous avez un énorme effet de levier sur votre artisan qui est devenu faire les travaux chez vous. Et s'il y a des cas de malfaçon, qu'il a bossé trop vite, ou peut-être des fois ces salariés qui ont fait des conneries sur votre chantier, vous l'ont pas nettoyé, vous ont laissé des gravats alors qu'ils devaient les emmener par exemple, vous avez de quoi négocier et lui dire non, en fait vous devez venir terminer, et seulement à ce moment on paiera les 10% restants, quoi. Donc voilà pour l'espèce. Je sais pas si tu as autre chose à dire sur l'espèce. Non, c'est bon, je pense qu'on peut reparler maintenant un peu plus, encore une fois c'est dans les paiements, c'est tout ce qui est les dépôts de garantie. Et notamment quand vous allez tout simplement payer, signer un compromis pour un bien et verser le dépôt de garantie, essayez toujours de le négocier. Oui, parce que moi, des fois ça immobilise, je sais pas combien de milliers d'euros là. Qui finalement est mieux sur votre compte. En plus, des fois ça peut vous faire une épée de Damoclès. On en revient toujours même, mais prenez votre propre notaire, même si en soi votre dépôt de garantie va être coincé sur le séquestre. Ouais. Le séquestre, il va être coincé sur le compte du notaire vendeur, du notaire du vendeur et pas de votre notaire à vous. Mais bon, voilà, au moins vous avez votre propre notaire dans l'histoire. Je vous avais parlé en introduction qu'effectivement on a un invité qui ça s'est fait arnaquer. J'étais sur le cul, vraiment. Mais je pense que ça s'entend dans le podcast, on en a quand même pas mal parlé. Mais voilà, on a un invité qui nous a raconté que en fait, alors même qu'il a acheté un bien immobilier, il avait dû re-signer un compromis avec une nouvelle société, redonner un deuxième séquestre, et le notaire et le vendeur lui ont gardé son premier séquestre, donc il s'est fait arnaquer 20 000 euros dans cette histoire-là. Pour un bien qu'il a signé. Pour un bien qu'il a acheté en plus, c'est même pas un compromis où il est pas allé au bout. Mais bon, bref, on vous spoil pas plus cette histoire, vous l'aurez dans l'épisode qui sortira dans quelques semaines. Et encore une fois, faites toujours attention sur les virements. Là, j'en profite aussi pour faire de la prévention bancaire, tu vois. Ouais, mais les virements, vérifiez toujours les RIB sur lesquels vous les faites. C'est des questions bêtes, mais vous n'imaginez pas le nombre de personnes qui se font arnaquer en se trompant. Par exemple, ils ont des pirates qui ont eu leur boîte mail qui leur envoie un RIB qui est soi-disant du notaire, et en fait c'est pas du tout un RIB qui va sur un compte de notaire, mais ça part sur un compte à
l'étranger. Ça, on le voit en banque. Oui. Donc voilà, vérifiez toujours où va votre argent, sur quel compte il est. C'est vraiment des choses bêtes, mais personne ne fera attention à votre argent mieux que vous. Donc à vous de vérifier toutes ces choses-là. Encore plus important, notamment quand vous faites des compromis dans des agences immobilières. On vous a dit de pas le faire, mais bon, imaginons que vous le fassiez. Là encore, vérifiez l'agence immobilière à qui vous allez faire le virement du dépôt de garantie, du séquestre. Les agences immobilières sont habilitées à le faire grâce à la carte T, mais encore une fois, moi je serais pas serein à savoir que j'ai des dizaines de milliers d'euros de dépôt de garantie qui sont coincés dans une agence immobilière, quoi. Surtout si elle n'est pas de confiance. Je suis bien d'accord. Encore une fois, faites attention. Est-ce que tu veux parler un petit peu rapidement des... On parle des clauses, après il y aura peut-être pas 50 choses à dire. Parce qu'on a déjà pas dit pas mal en vrai. Là encore, c'est peut-être pas dès que t'as un bon notaire, en fait, tout ça s'encadre vachement, je trouve. Donc, nous, franchement, on n'a jamais eu de problème avec le notaire. Non, mais parce que en plus, plus ça avance, plus il nous connaît, plus... Ouais, on en a parlé dans le dernier épisode, mais effectivement, ça c'est un peu... Encore une fois, on n'est pas dans la grosse arnaque qu'on peut voir à la télé. C'est une profession réglementée, donc déjà, ça règle pas mal de problèmes. Ouais, puis son officier ministériel, c'est quand même pas sans importance, mais vérifiez les clauses de votre compromis. Et là, encore une fois, on revient sur ce que je viens de dire il y a 2 minutes, mais... Les agences immobilières sont habilitées à vous faire signer des compromis de vente. Ne le faites pas. Mais si vous le faites, vérifiez les clauses qui sont à l'intérieur, encore une fois, parce que ça arrive d'avoir des clauses qui sont floues, mal rédigées dans déjà dans un acte notarié, c'est possible, mais encore plus quand c'est fait par une agence immobilière parce que c'est pas leur métier. Et vous pouvez vous retrouver avec des clauses qui sont abusives ou désavantageuses pour l'acquéreur. Soit ça peut être en termes de délai, parce qu'ils vous ont pas laissé un délai suffisant pour déposer vos demandes de prêt chez le banquier, parce que des fois, en fait, il vous faut juste du temps pour pouvoir aller voir le banquier, et des fois, votre banquier il est en vacances, vous n'avez pas pu le voir, il n'a pas pu vous donner le papier à temps. Des fois, vous pouvez avoir dans certains compromis, on va vous demander 2-3 refus bancaires, alors que vous avez d'autres notaires. Ils vont simplement mettre un seul refus bancaire suffit pour sortir du compromis. Vous pouvez avoir... Une fois, tu racontais, quand on est sorti du compromis, on aurait pu y laisser le séquestre en plus. Ouais. Mais ça nous est arrivé une fois, ça j'allais justement en parler, c'est quand vous mettiez des conditions suspensives relatives à un permis de construire, une demande préalable de travaux. C'est la seule OP qu'on n'a jamais fait, parce qu'en fait on s'était engagé dans un truc, on voulait rénover un immeuble de A à Z pour le découper en studio. En fait le projet était à la fois trop petit, c'est-à-dire qu'on allait avoir des coûts fixes sur certains points qui allaient être trop élevés par rapport à ce qu'on allait en tirer. On s'est rendu compte que le projet n'était pas si intéressant au final. Et par rapport au montant des travaux qu'on allait avoir, et en plus la ville dans laquelle on le faisait, la mairie était compliquée, et on sentait qu'on allait avoir beaucoup de mal à avoir on avait eu le financement en plus. On avait eu le prêt sur l'histoire, donc ça sur la condition suspensive d'obtention de prêt on était bon, mais c'était sur la clause suspensive d'obtention de l'accord de la mairie qui n'était pas bon. Dans le compromis on avait prévu d'avoir une déclaration préalable de travaux. On n'a pas déposé le dossier parce qu'en fait au moment où on allait le déposer on s'est rendu compte que ça allait être très compliqué de l'avoir, et on a simplement déposé ce qu'on appelle un certificat d'urbanisme, qui est en fait un peu le stade en dessous, qui est genre un document où vous demandez l'avis de la mairie sur un projet futur, mais c'est pas juridiquement c'était pas valable en fait. Voilà, c'était pas valable. On l'a donné au notaire parce qu'il y avait un refus dessus, le notaire l'a pris, nous a rendu notre séquestre. Ouais. Donc on est sorti de cette opération de cette manière-là, mais en théorie, on n'avait pas rempli la clause telle qu'elle était rédigée. Le vendeur, il aurait voulu faire chier, je pense qu'il aurait pu, et je crois que c'était 15 000. Non, c'était... Non, c'était moins que ça. C'était moins que ça, c'était 6 000. Ah, pas plus. Ouais, dans mes souvenirs, ça me paraissait énorme. C'était à l'époque, je sais pas. Si, parce que c'était à l'époque. Parce que là, sur la dernière OP qu'on signe, là, on laisse 28 000 euros, si on n'a pas... Ouais, je sais pas, c'est 10%. Et je me souviens à l'époque, on devait l'acheter 60 000 euros le bien, et on avait 100 000 de travaux, c'était l'opération. Bref. Et ça encore, quand vous avez comme ça des clauses qui sont assez importantes au niveau de ce que vous devez obtenir en termes d'autorisation, de mairie, d'urbanisme, etc., soyez très vigilants sur ce qui est écrit et essayez toujours de les avoir au maximum en votre faveur.
Dernier point. Si, non, peut-être. Ouais, une dernière clause, c'est celle-là qui est hyper importante. Je réfléchissais aux autres clauses suspensives possibles. Vous avez votre vendeur qui doit parfois faire des travaux. Oui. Imaginons que sur le diagnostic technique, justement, il y a eu un problème sur l'électricité. Vous mettez dans le compromis, parce que vous l'avez négocié avec votre vendeur, que ça doit être fait avant la vente. Vous devez bien prévoir ce qu'il doit faire. Par exemple, j'ai le cas en ce moment de ma sœur qui est en train d'acheter un immeuble dans une autre région, et du coup, elle m'a posé pas mal de questions. Et dans le compromis, en fait, il y a une question sur la toiture. La toiture doit être révisée. Et en fait, il y a certains, alors je suis pas un expert dans les toitures, mais il y a certains matériaux de la toiture qui doivent être remplacés. Et en fait, dans le compromis, c'est rédigé de manière un peu vague, en mode le vendeur donnera une attestation comme quoi une entreprise est passée vérifier la toiture. Mais je dis à ma sœur, c'est absolument pas suffisant. J'ai dit non, il faut qu'il y ait en gros, il faut qu'une entreprise s'engage que la toiture est bonne et que, en gros, si dans 2 ans la toiture a des problèmes, ça soit la responsabilité de l'entreprise qui soit dessus. Comme ça, on est sûr que l'entreprise peut pas mentir, en fait. C'est ça que je lui ai expliqué. Et du coup, là encore, dans les travaux que doit faire votre vendeur, soyez vigilants sur ce qui est écrit. On a déjà eu des cas de dégâts des eaux qui devaient être réparés, de peinture qui devait être refaite. On a déjà eu des cas comme ça. Je me souviens, c'était pour un immeuble qu'on avait signé il y a 2 ans, 2 ans et demi. Pareil, j'ai un copain qui a acheté un immeuble il y a pas longtemps. Il y a plein de trucs qu'il aurait pu faire glisser dans le compromis. Il s'est dit, ouais, je le ferai dès que j'aurai l'immeuble. Mais en fait, c'était au vendeur de le faire. Oui. Il a refait l'électricité dans les communs qui fonctionnaient plus. Enfin... ça, on vous l'a déjà conseillé quand on avait parlé de la négociation. Mais un vendeur, quand des fois il veut pas négocier le prix, vous pouvez toujours négocier les à côté. Notamment lui demander de faire des travaux. Ça en fait largement partie. Exactement. Ou rehausser les loyers, tu vois. Enfin, il y a plein de trucs, on peut. Dernier point du coup pour finir, parce qu'on approche la 1h. Déjà beaucoup trop parlé, on est encore là, oui, petit podcast, 30 minutes, ce sera réglé. Non, pas du tout, il est 22h, j'ai envie de manger. Tu veux nous parler des SCPI un petit peu? Parce que c'est une forme d'immobilier en soi. Alors je vais pas parler que des SCPI, mais un petit peu de tout ce qui est les autres manières d'investir dans l'immobilier, où là par contre les arnaques sont un peu plus possibles. En fait, c'est toutes les manières dont vous allez investir dans l'immobilier sans passer chez un notaire, où là la logique de vérifier des arnaques existe. Alors vous avez les SCPI, vous avez le crowdfunding immobilier, vous avez les OPCI, en fait vous avez un petit peu tout ce qui va essayer de vous prendre de l'argent pour un investissement qui est plus ou moins en rapport avec de l'immobilier. Et où il faut être extrêmement vigilant parce que notamment vous n'allez pas passer chez un notaire qui va venir vérifier votre titre de propriété, vérifier que l'entreprise en face c'est pas une arnaque. Donc tout ça c'est extrêmement important, et de bien aussi se rendre compte que sur ces placements là, des fois, vous n'êtes pas directement propriétaire du bien. Des fois, si vous êtes propriétaire du bien, mais qu'il y a énormément de travaux qui sont à faire, si les travaux sont pas faits, en fait, ce que vous avez investi ne vaut plus rien. Vérifiez que l'argent que vous allez envoyer arrive bien à l'entreprise qui a prévu de faire les travaux ou de faire votre investissement. Notamment, il y a aussi dans l'immobilier aujourd'hui, alors le crowdfunding, il y en a plusieurs sortes. Vous pouvez en avoir, vous allez devenir propriétaire d'une petite partie du bien. Il y en a d'autres où simplement vous faites en fait un prêt. Ça maintenant, ça devient assez à la mode pour les marchands de biens qui se financent comme ça, avec en fait des particuliers qui leur font directement des prêts avec des taux d'intérêt assez élevés. Donc entre guillemets, c'est assez intéressant parce que vous vous retrouvez avec 6-8% de taux d'intérêt. Le problème, c'est que si le marchand de biens il fait faillite, en fait vous reverrez jamais ce que vous avez mis comme argent. Souvent avec des garanties qui sont moins importantes qu'une banque, parce qu'une banque elle va prendre une hypothèque, elle va prendre une caution des personnes physiques, elle va se protéger, alors que vous, quand vous faites un prêt sur la plateforme, juste vous envoyez votre argent, et entre guillemets, si le marchand de biens il fait faillite, vous avez peut-être même pas d'hypothèque sur le bien, ou alors vous avez même pas de caution solidaire de ses associés. Donc ça, c'est des choses qui sont importantes à regarder, qui sont pas à négliger. Donc c'est pour ça que quand vous faites un investissement dans l'immobilier qui n'est pas, on va dire, vous-même qui réalisez, qui devenez propriétaire du bien, pensez toujours à tout ça. Alors, je dis pas qu'il faut pas le faire, mais mettez une petite partie de votre patrimoine et ne voyez pas ça comme vraiment de l'immobilier, mais plutôt comme une sorte de diversification sur un placement qui se rapproche un petit peu à l'immobilier. Voilà, moi c'est plutôt comme ça que je le vois. Par exemple, j'en fais pas parce qu'en fait, ça m'intéresse pas, dans le sens que ça va me prendre beaucoup de temps pour étudier toutes ces choses-là, et que le rendement que je vais en tirer est pas à la hauteur de l'énergie que je vais y dépenser. Voilà, moi par exemple, c'est pour ça que je ne pratique pas ce genre d'investissement, même si j'en regarde régulièrement pour me tenir informé de ce qui se fait. Et souvent, je vois un peu tous ces risques-là et je me dis, en fait, c'est vachement plus risqué que si moi-même j'achète un appart tout seul, en fait.
Peut-être également dernier point, c'est encore une fois les coûts et les rendements. Vérifiez les petites lignes. Quand vous achetez des SCPI, vérifiez les frais d'entrée, les frais de gestion. De vérifier également les provisions de la société de gestion, c'est-à-dire qu'une SCPI, normalement, elle doit avoir un certain nombre de jours de loyer d'avance en termes de trésorerie. C'est-à-dire qu'il faut savoir que, par exemple, pour simplifier les chiffres, si une SCPI, elle gagne 100 de loyer par mois, elle en prend peut-être 10 pour ses frais de gestion, elle en met 20 de côté et elle en donne 70 aux personnes qui sont propriétaires des parts de la SCPI. Ça, c'est comment on fonctionne sur le papier. Et normalement, les 20 qu'elle met de côté, ils sont censés servir le jour où la SCPI elle a une tuile. Par exemple, il y a des gros travaux sur un immeuble, il y a un locataire qui paye plus. Tout cet argent qui est mis de côté, c'est considéré comme des jours d'avance de loyer. Okay. Donc par exemple, vous avez certaines SCPI bien gérées sur le marché qui ont 1 an d'avance de loyer. C'est-à-dire qu'imaginons qu'ils aient tous leurs locataires qui ne payent plus, ils peuvent quand même payer le rendement à leurs investisseurs pendant 1 an. Mais vous en avez certaines qui ont quasiment pas de provision. Donc par exemple, celles-là, elles sont considérées comme plus risquées. Même si quand votre banquier ou votre CGPI va vous les proposer, c'est pas marqué de cette manière-là. Donc voilà, c'est des choses qui sont assez importantes. Tu recommandes les SCPI ou pas comme investissement? Parce que moi, chaque fois que j'ai vu, je trouvais que c'était beaucoup de frais, c'était bien chiant à remplir sur la déclaration d'impôt sur le revenu, et peu rentable parce qu'il y a tellement de frais qu'au final, j'ai l'impression que la marge, elle est vite bouffée, tu vois. C'est marrant, j'en parlais justement hier, j'étais à un repas avec des amis, il y en a un qui m'a posé la question sur la SCPI. Moi, je la recommande pas pour plusieurs raisons. La première, effectivement, toi t'en as parlé, il y a une question de fiscalité parce que souvent vous allez l'avoir en revenu foncier, donc vous faites matraquer. Après, on peut la mettre dans un contrat d'assurance vie où là, en termes de fiscalité, tu seras plus sur du revenu foncier, tu seras sur des revenus d'assurance vie en capitaux mobiliers, mais par contre, ça va rentrer dans ton IFI. En termes de rendement, c'est bien, c'est pas non plus incroyable. Alors que tu as quand même de la volatilité sur ton prix et des frais de gestion, on l'a vu l'an dernier avec entre guillemets la petite baisse sur le marché de l'immobilier français et des sociétés de gestion des SCPI qui ont perdu jusqu'à 20-25% de valorisation. Moi, le vrai souci de la SCPI qui fait que je ne le recommande pas, c'est que tout simplement votre banquier va avoir difficile de vous faire un prêt pour vous donner de l'effet de levier. Et que pour moi, l'immobilier, c'est intéressant quand on fait de l'effet de levier. Si on fait pas d'effet de levier, l'immobilier n'est pas forcément le meilleur placement que vous pouvez faire si par exemple vous avez 100 000 euros à placer. Oui. Donc, si on en revient, vous avez 100 000 euros, est-ce que vous les mettez en SCPI? Pour moi, non. Pour moi, le seul cas où vous pouvez peut-être acheter des SCPI, si vous trouvez un banquier qui peut vous faire un prêt pour en acheter. Ouais, mais moi, les clients que j'ai qui ont investi en SCPI, généralement, ils passent par des gestion de potes. Mais oui, parce que les mecs, ils prennent des commissions de zinzin. Ouais, mais en fait, on se rend pas compte. Mais en fait, je me suis fait embrouiller d'ailleurs en gestion de potes pour une SCPI. Longue histoire, mais vraiment, j'étais là, mais... Mais là, je veux dire, il y a des auditeurs qui peut-être le savent, d'autres qui ne le savent pas, mais les CGPI, ils prennent des commissions de zinzin sur ce type de placement. C'est-à-dire que quand on parlait des 10% de frais que vous payez à l'entrée dans une SCPI, des fois votre CGPI peut en garder 6. C'est énorme. Vous lui placez 100 000 balles, il garde 6 000 euros dans sa poche. Mais vous vous étonnez qu'ils vous le recommandent et qu'ils vous disent « Ah non, mais c'est un giga placement, c'est super rentable, regardez, machin. » Enfin, à un moment donné, 6% de commission, faut arrêter de déconner, quoi. Clairement. Et peut-être un dernier point sur les investissements à l'étranger. Oui. Nous, qu'est-ce qu'on en pense ? On n'en a pas déjà pour commencer. On n'en a pas. Le souci des investissements à l'étranger, c'est l'effet de levier. D'ailleurs, j'en parle. J'ai un client qui est notaire, qui justement, il a du mal à trouver des investissements rentables en France. Du coup, il aimerait investir à l'étranger. Il m'a demandé ce que j'en pensais. Moi, le problème, c'est que s'il veut de l'effet de levier du crédit, les banques françaises, elles ont énormément de mal à financer des investissements à l'étranger. Donc la plupart du temps vous allez devoir le faire sur vos fonds propres. Donc si vous avez des fonds propres et que vous voulez investir dans l'immobilier à l'étranger, c'est possible. Maintenant il faut voir quel pays, et là, comme justement le thème de l'épisode c'est un peu parler des arnaques, il faut bien se rendre compte que quand vous sortez de France, vous arrivez dans des pays où les marchés de l'immobilier sont quand même parfois beaucoup moins protecteurs que chez nous. Alors déjà on peut même prendre des fois des pays qui sont pas très loin.
L'Espagne, la plupart du temps, quand vous investissez en Espagne, vous devez prendre un avocat. Le notaire là-bas, c'est simplement c'est un pur administratif qui simplement vérifie votre nom, votre prénom. Il rentre pas plus que ça dans le détail pour entre guillemets vérifier les clauses. Donc entre guillemets, ça va parfois être plus dur pour vous de faire vous-même ce travail, à moins d'encore une fois payer des conseils qui vont être chers. Si vous maîtrisez pas la langue locale, vous avez une autre balle dans le pied. Si vous allez dans des pays de droit anglo-saxon type Royaume-Uni ou alors tout ce qui est très à la mode, l'Indonésie, Malaisie, etc. C'est des pays où en fait quand vous faites un investissement immobilier en tant qu'étranger, vous ne pouvez avoir que des baux amphithéotiques. Ouais. Donc en fait, il faut savoir que vous n'êtes jamais vraiment propriétaire de la terre, mais en fait, vous êtes uniquement propriétaire de la terre pendant une durée de 20-30 ans, éventuellement renouvelable. Mais ça veut quand même dire que même si votre maison à Bali, elle vous rapporte 25% par an, en fait, peut-être que dans 15-20 ans, vous devez soit la laisser au mec à qui vous avez payé le terrain, ou alors vous devez repayer à nouveau lui reprolonger votre bail en soi que vous avez sur le terrain par rapport à votre investissement en France où pour le coup une fois que vous êtes propriétaire à vie et même vous pourrez le transmettre à vos héritiers sans problème. Donc pour moi c'est des choses qui sont assez importantes. Et après il y a aussi toujours de vérifier là où vous investissez. Par exemple les investissements au Mexique, ça a la mode aussi, les investissements aux États-Unis, tout ça c'est des pays où c'est toujours pareil, c'est pas dire qu'il y a que des arnaques, mais bon. Au Mexique, on l'a vu quand même, parce qu'on y est allé l'année dernière, et c'est vrai qu'il y a énormément de projets immobiliers dans un pays où les gens mangent pas, quoi. Enfin, c'est fou ça. Oui, et puis c'est surtout que si votre promoteur au Mexique il fait faillite, là pour le coup. Vous l'avez dans le. Ouais. Alors, baba, quoi. Maintenant, par exemple, tu as des endroits, c'est pour ça aussi que ça a été un peu populaire. Dubaï, il y a beaucoup de personnes qui ont investi dans l'immobilier là-bas parce que pour le coup, depuis une dizaine d'années, tu as des réglementations qui sont assez strictes et tu as, en gros, un peu comme en France, si ton promoteur il fait faillite, tu as des assurances qui vont venir rembourser et terminer le chantier. Ils sélectionnent un peu à l'avance aussi, si t'as pas les fonds et tout. Enfin, c'est plutôt l'inverse, j'ai l'impression, à Dubaï, c'est eux qui te choisissent, tu vois, si tu veux investir ou pas, parce qu'il faut prouver que t'as les sous, etc. Oui, c'est ça. Bah, du coup, on va dire, t'as un marché qui est un petit peu occidentalisé, donc qui est plus sain, mais c'est toujours pareil, vous aurez peut-être un petit peu moins les protections que vous avez en France, entre guillemets votre notaire il vient bien vous demander si vous avez compris tout ce qui était marqué dans le compromis, regarde les diagnostics avec vous. Quand vous êtes à l'étranger, vous êtes un petit peu livré à vous-même, donc si vous savez où vous allez, que c'est dans votre projet, que vous avez déjà une certaine expérience de l'immobilier ou que vous avez entre guillemets un réseau sur place, où vous pouvez vous créer un réseau sur place pour vous accompagner, c'est faisable. Sinon, encore une fois, soyez très vigilants, quoi. Faites pas n'importe quoi de vous lancer dans des trucs où au final, à la fin, vous allez y laisser des ronds. Et il y en a pas 50 000, mais j'ai déjà entendu des histoires de gens qui avaient laissé des ronds dans des investissements à l'étranger, quoi. Encore une fois, le but c'est d'encadrer le risque. Si vous vous comprenez déjà la langue, que vous êtes habitué à faire des affaires là-bas. Il y a un gars comme ça qui est connu sur Instagram, c'est Christopher Wangen. Je sais pas si tout le monde connaît, je sais pas. Oui, je pense que tout le monde connaît. Vu les pubs qu'il fait sur Instagram, normalement tout le monde connaît. Ouais, lui, il a investi à Bali, etc. Mais pourquoi il a investi à Bali? C'est parce qu'en fait, il avait déjà des gens qui avaient investi là-bas, qu'il a été bien conseillé et que ça a marché pour lui. Pareil, il a fait ça au Mexique, mais parce que il s'est entouré et qu'il a encadré son risque. C'est pas n'importe qui le fait, quoi. Tu vois, par exemple, on va juste prendre un exemple tout bête sur les États-Unis, qui est quand même un pays où, encore une fois, là, le droit est plutôt bien respecté. Ouais. Mais pour bien montrer que l'investissement immobilier là-bas, c'est quand même assez différent d'ici. C'est qu'en France, quand vous devez être accordé à l'eau, vous avez en gros la mairie qui fait une délégation de service public auprès d'une société type Veolia, Suez qui va vous gérer l'eau. Enedis gère l'électricité sur toute la France, donc c'est assez simple là-dessus, vous n'avez pas trop de questions à vous poser. Aux États-Unis, en fonction des endroits où vous allez, vous avez, c'est pas un circuit national l'électricité. Vous avez énormément de réseaux locaux qui marchent par État, voire parfois par comté. Et des fois, vous pouvez vous retrouver dans des endroits sur Instagram. On voit toute la journée, par exemple au Texas, des super belles baraques qui coûtent peut-être $300 000. Et on est en mode, super, en fait, pour le prix de mon T2 à Montpellier, j'aurais une maison 5 pièces neuve. Avec des prestations de zinzin au Texas, sauf qu'en fait, ce qui fait qu'elle est peut-être aussi peu chère, c'est qu'en fait, elle est dans un quartier où personne ne veut habiter, parce qu'en fait, il y a une société qui a creusé un puits dans la nappe phréatique du coin et qui vend l'eau hors de prix,
Ce qui fait que certes votre maison coûte pas cher, mais en fait vous vous retrouvez avec des prix de l'eau, des prix de l'électricité qui sont extrêmement importants parce qu'en fait vous êtes dans une zone où la zone a été faite par justement ces sociétés-là qui viennent exploiter l'eau, exploiter l'électricité à certains endroits quoi. Et ça en France en vrai ça n'existe pas, c'est-à-dire que vous n'avez pas d'endroit où boum vous avez un village qui sort de terre avec une société qui a creusé une nappe phréatique et qui vient elle-même vous créer le quartier et en fait vous vendre l'eau à prix d'or. Ça en France ça n'existe pas, aux États-Unis ça existe. Donc c'est différent en fait. Ça veut pas dire que tu fais pas des affaires. Pas mieux ou pas pire, mais juste. Oui, c'est juste différent et il faut le garder à l'esprit quoi. Clairement. Ok. T'as encore des trucs à dire? Non, je pense qu'on est pas mal. On a fait le tour. Bon, on espère de pas vous avoir trop découragé. J'ai peut-être parlé un petit peu vite dans cet épisode, mais bon, il y avait pas mal de choses à dire. Il y a pas mal de choses à dire, ouais. Quand même quelques anecdotes. Et en vrai, de toute manière, si vous écoutez le podcast, vous êtes plutôt aguerris sur tous ces risques-là. Donc voilà. Écoutez, on vous remercie de nous avoir écoutés jusque-là. On vous dit à la semaine prochaine. N'hésitez pas à liker l'épisode, le partager, mettre toutes les étoiles qu'il faut, et puis on a des épisodes de Zinzin qui arrivent en septembre avec des invités qui arrivent là, ça va être cool. Ça va être très très sympa. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait d'invités aussi. Ouais, là on attendait parce que comme c'est l'été, que les gens sont à la plage, etc. Mais là, je pense déjà à partir de la semaine prochaine, ça va un peu repartir. On a eu pas mal de travail aussi, du coup ça demande quand même pas mal d'organisation, donc on a hâte. On vous dit à la semaine prochaine. À très bientôt, ciao.